Wesh YouTube, comment vas-tu? Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour faire un point lecture sur certaines de mes dernières lectures, évidemment. Et on est sur un update lecture plutôt qualitatif parce que c'est que de très bonnes lectures. Je vais te parler aujourd'hui des deux premiers tomes de la Tour de Garde, donc Capitale du Sud et Capitale du Nord. Je vais te parler de Bondrée, de ma relecture de This is How You Lose the Time War que j'ai lu en VF et de Notre part de nuit de Mariana Enriquez. Et on commence tout de suite. On va commencer par le cycle de la Tour de Garde qui est une saga qui se compose en tout de 6 tomes qui est séparée en 2 cycles. Oula, ça y est, c'est pas clair. C'est une saga à l'intérieur de laquelle on a 2 trilogies, Capitale du Nord et Capitale du Sud, qui sont écrites par 2 auteurs et autrices différents, ce qui est absolument génial. Moi, l'idée, elle me donnait trop envie. On peut lire les deux indépendamment, mais l'une et l'autre se nourrissent et se répondent, donc c'est un petit peu dommage. Donc moi, ce que je fais, c'est que je lis le tome 1 de Capitale du Sud, puis le tome 1 de Capitale du Nord, et là, je suis en train de lire le tome 2 de Capitale du Sud, et ainsi de suite, et j'adore l'idée. Ne serait-ce que l'idée, déjà, me botte de ouf. Me botte, mais j'ai quel âge? Le premier tome de Capitale du Sud, du coup, s'appelle Le sang de la cité, et il est écrit par Guillaume Chamanandjian, comme toute, du coup, la trilogie de Capitale du Sud. Tu l'auras compris, moi je l'ai lu en livre de poche que mon mec m'a prêté, mais il me semble que les premiers à l'avoir édité, c'est aux Forges de Vulcain. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai mis un 4,5 sur 5 à ce premier tome. L'histoire, elle prend place dans une cité où on se balade à travers ces rues bondées, entre ces échoppes, sous un soleil cuisant. Cette cité, elle est enfermée entre de grands remparts. Elle est quasi coupée du monde, elle vit presque en autarcie et on sait qu'elle est composée de différents duchés, de différentes maisons. Parmi ces différentes maisons, il y a celle de la Kawan, dont notre personnage principal, Nox, fait partie. Lui, il est commis d'épicerie et il vagabonde dans ces rues pour faire ses livraisons en fait, de vin, etc. Et c'est à travers celle-ci qu'on commence à vraiment et très rapidement s'imprégner de l'ambiance justement de cette cité. Un jour, Nox se voit offrir un livre très particulier qui semble à prime abord être un recueil de poèmes, et ce n'est pas le cas, enfin du moins pas seulement. Parce qu'au fil de sa lecture, Nox va se rendre compte que ce recueil de poèmes résonne vachement en lui, qu'il semble presque un peu raconter son histoire, enfin du moins qu'il y a des similitudes par rapport à son histoire à lui, et surtout, il prend conscience, il entend la mélodie qui se dégage de ce texte, et avec cette musique, tout bascule. À proprement parler, puisque Nox atterrit dans une espèce de ville parallèle qui semble déserte. On a l'impression qu'il est le seul ici, si ce n'est cette espèce de brume dévorante, remplie de monstres. Bref, Nox revient dans la réalité et il va tout faire pour comprendre ce qui se passe. Et tout ça sur fond de complots politiques, familiaux, d'intrigues, de mystères, évidemment, avec toute cette partie fantastique, de trahison, de secrets, etc. Tous les ingrédients pour faire un bon texte de fantasy sont réunis. J'ai pas été conquise de suite, je dois t'avouer que la première moitié, j'ai trouvé le rythme un petit peu lent. Alors, tu le sais, moi il m'en faut beaucoup pour trouver un rythme lent, mais disons que le texte est dense et il se passe vraiment pas grand chose, mais vraiment pas grand chose, au point où je me demandais un peu où on allait. Et en fait, avant même que tu te rendes compte vraiment d'où on va, tu t'aperçois que tu es complètement attrapé dans l'histoire et que tu dévores les pages bien plus vite que tu ne le pensais. Et ça monte crescendo, j'ai pas envie de dire les révélations, parce qu'on n'est même pas sur des révélations, on est sur une construction, sur une tension petit à petit, sur une mise en place de complot où Nox va comprendre qu'il a un rôle à jouer. Et alors la fin, et quand la fin arrive, on n'a qu'une envie, c'est de se jeter sur le tome d'après. Vraiment, la construction est très intelligente, je trouve. Les personnages, en plus de ça, sont hyper attachants. Tout est réuni, c'est pas un coup de cœur. Pour autant, excellente lecture. Les descriptions sont hyper efficaces. Je t'ai dit, c'est lent au début, mais cette lenteur qui te plonge vraiment dans l'atmosphère de ces rues, sous la chaleur, c'est moite, oui, ça fonctionne très bien, c'est très logique en fait. Et c'est une excellente découverte. J'ai très hâte de lire la suite. Là, de toute façon, je suis au milieu du tome 2, qui est génial, qui est pour moi encore meilleur que le premier pour l'instant. Donc, je suis ravie. Et on passe directement sur Capitale du Nord, du coup, qui est écrit par Claire du Vivier et dont le premier tome s'appelle Citadin de demain. Ce que je trouve génial dans la proposition que nous font ces deux autrices et auteurs, c'est que
c'est différent, mais c'est cohérent, mais on sent que c'est différent. Et c'est intelligent. C'est presque un peu perturbant quand on entame ce deuxième tome. Donc le premier, tu l'as compris, de Capitale du Nord, parce que on a encore en tête, du moins moi j'avais encore en tête les codes du premier, le style forcément de Guillaume Chamanandjian. Et là on passe dans autre chose. C'est un style qui est un peu plus froid, un petit peu plus détaché. Le personnage principal d'ailleurs s'appelle Amalia et elle est moins sympathique que Nox à premier abord, mais c'est tellement cohérent, vraiment, je suis assez bluffée en fait par cette proposition, mais bref. Dans ce premier tome, du coup, on rencontre Amalia, comme je viens de te le dire, qui est une jeune aristo. Ses parents sont des gens très puissants, son père, il me semble que c'est un marchand assez famous, et sa mère, elle siège dans une espèce de haut conseil. Ses parents essayent de lui inculquer une éducation différente. Elle étudie beaucoup les sciences, l'humanisme, les lettres, parce qu'il tente de faire d'elle et de son ami d'enfance, avec qui du coup elle étudie, les citadins de demain. Et puis cet ami d'enfance dont je te parle, dont j'ai oublié le nom évidemment, parce que les noms et moi ça fait deux, il trouve un jour un livre, il y a des espèces d'incantations qui semblent être l'ouverture à des sortilèges, où on ne sait pas trop ce que c'est, et lui ça va vachement l'intriguer, et puis ça va finir par l'obséder. Il va commencer donc avec ce livre à expérimenter certaines choses et pour eux aussi, tout va basculer. D'autant plus que autour d'eux, l'équilibre général commence lui aussi à vaciller. La guerre menace d'exploser sous fond de révolte des colonies. On revient très vite à ce très bon équilibre entre fantastique et complot, intrigue, politique. J'ai commencé la lecture et je me suis dit je crois que j'aime un peu moins que Capitale du Sud et en fait je l'ai fini. Je ne rigole pas. Moi, je lis, je suis quand même un peu poker face, tu vois. J'étais choquée au point de mettre ma main devant ma bouche et de lire. Enfin, je te refais la... Voilà. Ça m'a retourné le crâne, comme on dit. J'étais choc-barre. J'ai fermé le livre et je suis restée dans le silence en mode qu'est-ce qui vient de se passer. Et là, je lis du coup le tome 2 de Capitale du Sud. J'ai 2-3 lectures à faire et je me jette sur le tome 2 de Capitale du Nord parce que j'ai besoin de savoir comment ça commence. Juste l'ouverture. Comprendre comment on se remet de ce qui vient de se passer. Tu l'as compris, j'ai adoré, je te dis, j'ai beaucoup aimé en plus le personnage d'Amalia, dont la personnalité est plus mesurée que celle de Nox, et pour autant, je t'ai dit, ça fonctionne très bien. Je trouve qu'elle est très juste, Amalia. C'est elle aussi un personnage qui est très bien construit, dont l'évolution est déjà très intéressante et je pense va l'être d'autant plus. J'adore ce qu'ils sont en train de nous proposer là, c'est génial. Ensuite, j'ai lu Bondrée de André A. Michaud qui est édité chez Payot et Rival, qui est un livre de boîte à livres et que j'ai absolument adoré. On est sur une de mes meilleures découvertes de l'année. Pas une de mes meilleures lectures, mais vraiment une de mes meilleures découvertes dans le sens où jamais de ma vie j'aurais lu ce livre. Et purée, je serais passée à côté de quelque chose d'assez génial. Ce texte, il a reçu plusieurs prix au Québec, dont un prix vraiment spécialisé dans le roman policier, parce qu'on est sur un polar qui, pour moi, n'en est pas vraiment un. Je suis pas une pro en polar, donc je me fourvoie peut-être. On est pour moi beaucoup plus dans un thriller d'ambiance, mais effectivement, il y a une enquête. Donc oui, c'est un petit peu un polar. Cette histoire, elle prend place à l'été, quelle année ? 67, autour du lac de Boundary Pound, au milieu de la forêt du Québec. Autour de ce lac, l'été, plusieurs personnes se rejoignent dans des espèces de petits chalets. Et c'est dans cette atmosphère légère, joyeuse, tu sais, ce truc de soirée d'été où les enfants ont joué toute la journée autour du lac, où les jeunes filles dans un coin papotent, ou dans un autre on commence à faire griller le barbecue, que l'horreur survient. Une jeune fille est retrouvée morte, la jambe sectionnée par un piège à animal, je sais pas, est-ce que c'est un piège à renard, enfin je sais plus exactement, mais tu sais les pièges qui... Un piège quoi. Il va y avoir une enquête et on va conclure à un accident. Mais ça, c'était sans compter sur la disparition de son ami proche quelques jours, je crois, après. Et tu te doutes, l'hypothèse de l'accident est très vite balayée. L'enquête est franchement très bien faite. Encore une fois, je t'ai dit, je suis pas du tout une pro des polars. Mais j'ai trouvé ça vraiment très chouette. On a envie de savoir. Le dénouement, il est... logique sans être trop évident. Vraiment, j'ai trouvé la partie enquête elle-même vraiment sympa, même si, franchement, je m'en foutais un petit peu. Parce que le reste, en fait, quelle claque. Quand je te parle, pour moi, de thriller, un petit peu d'ambiance, c'est ça. Enfin, on est
dans la construction et la mise en place d'une atmosphère qui est d'une efficacité, et tu sais combien j'aime ça, les romans d'ambiance et justement les romans d'atmosphère. Et là, c'est fait avec brio, les descriptions sont sublimes, et alors la psychologie des personnages. C'est pour ça que pour moi on est beaucoup plus dans le thriller que juste dans le roman policier, et je dis pas du tout ça pour dénigrer le roman policier, hein. Mais parce que l'enquête elle est presque au second plan. On passe d'un personnage à l'autre, les chapitres sont assez courts, et d'ailleurs à chaque début de chapitre on ne sait pas vraiment qui parle. Il nous faut quelques lignes, quelques pages parfois pour comprendre vraiment qui est en train de, pas de donner son point de vue, mais du moins qui est en train de parler. Et ça aussi, je trouve ça tellement intelligent parce que ça rajoute au flou et au côté très brumeux de tout ce qu'il y a autour, au côté très brumeux aussi des émotions de chacun qui se voit secoué en fait dans ce drame, puis dans cette disparition. Et vraiment, les pensées et la psychologie des personnages sont juste géniales en fait. On suit aussi bien l'enquêteur que son espèce de bras droit, puis des habitants, tout simplement, enfin des vacanciers, puis des enfants, une gamine en particulier, dont les pensées sont, je trouve, tellement cohérentes avec celles d'une enfant face à une telle horreur. C'est la psychologie des personnages est brillante. Et puis alors la plume, mais quelle plume, c'est absolument tout ce que j'aime. Je l'ai trouvé sublime, et vraiment je pèse mes mots, sublime. Madame André Michaud, mais quel talent d'écriture quoi. Et franchement, l'enquête elle aurait pu être pétée, éclatée au sol, que j'aurais dévoré chacune de ces pages tant c'est beau. Je vais te lire 2 petits extraits très rapidement qui sont dans les premières pages du livre, juste pour qu'en fait tu entendes ce qui se dégage en fait de cette plume. Moi je l'ai trouvé absolument superbe. Bref, tu as compris. Je me souviens de Wesley Trail, d'Otter Trail. Je me souviens de Turtle Road, de la côte croche, des vagues et des quais flottants sur la brume. Je n'ai rien oublié des forêts de Bondrée, d'un vert à ce point pénétrant qu'il me semble aujourd'hui issu de la seule luminosité du rêve. Et pourtant, rien n'est plus réel que ces forêts où coule encore le sang des renards roux. Rien n'est plus vrai que ces eaux douces dans lesquelles je me suis baignée longtemps après la mort de Pierre Landré, dont le passage au cœur des bois continue de hanter les lieux. Sissi et Zaza étaient à mes yeux des Denise Lachapelle en puissance, qui feraient tourner la tête des garçons et se maquilleraient le samedi soir. Mais dans l'esprit de la plupart des gens, elles n'étaient que des enfants gâtés, pourris, des gamines mal aimées à qui rien n'était interdit, qui penchaient du côté où soufflait le vent, appuyées l'une sur l'autre, et finiraient par se casser. Pas de mauvaises graines, des plantes sans tuteur, c'est tout, qu'on ne pouvait empêcher d'avoir un faible pour le soleil. J'ai adoré cette plume, et vraiment, je me suis délectée de ce roman, c'était juste génial. Ensuite, j'ai fait une relecture, j'avais lu l'an dernier, et d'ailleurs je l'ai mis dans mes meilleures lectures de l'année, comment ça s'appelle, This is how you lose the time war, que j'ai lu en VF, parce que du coup je l'ai tellement aimé que je l'ai offert à Noël à mon mec, je pense, en VF, et je lui ai piqué pour le relire. Donc c'est Les oiseaux du temps, dans sa traduction, qui est écrit par Amal El Mohtar et Max Gladstone, et qui est traduit par Julien Bétan. Chapeau, monsieur, parce qu'alors, il y a des livres qui doivent être bien plus simples à traduire que celui-ci. Je t'en ai déjà parlé ici, donc je ne vais pas revenir en détail dessus. J'avais très envie de le lire en français parce qu'alors, j'avais pas tout compris, et ça me rassure, j'ai pas tout compris en français non plus, j'avais pas tout compris à l'univers, et c'est ce qui participe pour moi à la magie de ce petit texte qui est vraiment dans, je pense, mes livres préférés de ma vie, peut-être. C'est une histoire sur le temps, sur les temporalités qu'on mêle, qu'on tresse, puis parfois qu'on démêle. Et puis il y a 2 entités, 2 espèces de factions qui s'affrontent justement sur ce terrain de jeu qu'est le temps, qui alors influe sur nous, indirectement, ou plutôt directement en fait. Et un jour, 2 combattantes, les 2 meilleures combattantes d'ailleurs de ces 2 factions ennemies, vont entrer en contact. L'une va écrire à l'autre, d'abord pour la narguer, puis elles vont entamer une correspondance avec des lettres qu'elles ne peuvent lire qu'une fois, qui prennent des formes différentes, qui... Mais tout ça, presque, on s'en fout. Enfin non, ça rajoute à la magie du truc, mais bref. Et de cette correspondance, un petit peu what the fuck, va naître un lien très intime, très profond, très intense, qui va les unir, qui va même les détruire. Et
c'est l'une des plus belles histoires d'amour que j'ai lues de ma vie. Je comprends pas tout, mais je m'en fous. Je trouve que voyager comme ça dans cette espèce de guerre du temps entre d'un coup Londres, d'un coup, enfin vraiment ça n'a pas de sens et pour autant ça marche. Je l'avais profondément aimé en VO, je l'aime profondément en français et je trouve que le traducteur a fait un travail incroyable. La musicalité est vraiment très très belle et c'est quelque chose qui m'avait frappé en anglais et je trouve que là c'est brillamment retranscrit. Juste j'aime ce livre d'amour. Je pense que là ce que je t'en ai dit ça n'a pas de sens, tu n'as rien compris, mais c'est sublime. Là aussi j'ai pas corné de pages parce que du coup c'est le mec de mon livre, c'est le livre, non c'est le livre de mon mec, mais je pense que je vais moi aussi me l'acheter pour pouvoir souligner, corner, écrire, parce que c'est le genre de texte qui m'habite à un point où j'ai envie, à contrario de l'habiter, moi aussi, un petit peu à ma façon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise sur Les Oiseaux du Temps? C'est une pépite et j'aime ce texte d'un amour incommensurable. Et là aussi, je vais te lire quelques extraits parce que je pense que c'est important pour entendre la musicalité de ce texte que moi je trouve encore une fois assez époustouflante. Donc voilà. J'ai été des oiseaux et des branches. J'ai été des abeilles et des loups. J'ai été l'éther inondant le vide entre les étoiles, enchevêtrant leur souffle en réseau de chansons. J'ai été poisson, plancton, humus, et ils ont tous été moi. Mais si je me suis maillée dans cette globalité, elle ne me constitue pas entièrement pour autant. L'idée de ton réseau désincarné me révulse, mais je te regarde rouge, et me reconnais beaucoup en toi. Un désir d'être seule parfois, de comprendre qui je suis sans le reste, et ce à quoi je retourne. La conscience, que je considère comme un moi pur, inéluctable. C'est la fin. Le désir de posséder, de devenir, de se briser telle une vague sur un rocher, de se reformer, puis de se briser encore et d'être emporté. Et pour finir, je vais te parler d'un texte. Attention, on est loin d'avoir fini la vidéo, je pense. J'ai lu Notre part de nuit de Mariana Enriquez, qui est édité ici chez qui les éditions du sous-sol et qui est traduit de l'espagnol par Anne Plantagenet. Je l'ai lu avec Barbara, si tu passes par là, je t'embrasse bien fort. J'ai adoré notre lecture commune, c'était absolument génial de pouvoir parler avec toi justement de cet ovni. Et je me demande comment je vais te parler de ce livre, qu'est-ce que j'ai envie de t'en dire, qu'est-ce que j'ai envie de garder, de ne pas te dévoiler, qu'est-ce qu'il est judicieux de souligner ou non. Je pense que c'est le type de texte dont on pourrait faire une vidéo entière, tant il y a de choses à dire, tant il y a d'ouverture possible à la réflexion, tant il y a de portes. Si tu as lu le livre, très juste de parler de portes. Ce livre est de toute façon un portail sur plein d'aspects différents et c'est une lecture qui m'a honnêtement fait passer à travers plein d'émotions. J'ai été fascinée, j'ai été repoussée, voire dégoûtée par moments. À d'autres, j'ai été un peu ennuyée parce que c'était long. Et puis de nouveau intriguée et encore fascinée. Mais une fascination, tu sais, un peu morbide. Mais je pense que c'est très propre à Mariana Enriquez que de mettre son lecteur dans cette posture qui n'est pas toujours très agréable, mais qui est très intéressante à vivre, du moins. Je vais le poser pour t'en parler parce que il est extrêmement lourd. Notre part de nuit, c'est l'histoire d'un père et de son fils qui fuient à travers l'Argentine. On ne sait pas ce qu'ils fuient, on ne sait pas qui ils fuient. Tout ce qu'on sait, c'est que ils viennent de perdre leur épouse et mère dans des circonstances plutôt obscures. Au grand regret de son père, Gaspard, le petit garçon, a hérité du don de ce dernier, qui est en fait d'être un médium. Et c'est pas les médiums comme nous on les entend. Le médium, c'est ici le portail avec les ténèbres pour une société secrète qu'on appelle l'ordre. Ce texte, il est très singulier et pas uniquement dans son histoire, mais aussi dans son approche, dans son découpage. On fait des bonds dans les périodes. On est avec ce duo, du coup, père-fils en Argentine en train de fuir, et puis quelques années plus tard, et puis on bascule dans le temps à l'époque de son père et de sa mère, de leur rencontre, de leur vie, où elle part étudier à Londres, et on parle de libération, de sida, de drogue, bref, on parle de plein de choses, puis on revient en Argentine, et il y a tout le côté, bien évidemment,
politique qui rentre en jeu. Là, on nous balade comme ça dans les époques et dans les lieux. Enfin, balade. Ce texte n'a rien d'une promenade, hein, qu'on s'entende. Ce livre, en fait, c'est une lutte parce que les personnages qu'on nous dépeint ici luttent. Ils luttent pour comprendre, ils luttent pour survivre, en fait. Ils luttent pour choisir. Et puis en parallèle, on lutte aussi. Honnêtement, moi, j'ai eu la sensation de devoir galérer, de lutter pour les suivre, pour tenter de recoller les morceaux, de comprendre ce qui se passait, ce qui se tramait de manière plus grande au fond, pour tenter aussi d'éclaircir justement toute cette obscurité, et puis d'éclaircir en fait les frontières de la réalité qui sont ici très floues, encore une fois. Parce que ce que je trouve fascinant, il y a plein de choses qui le sont, honnêtement, dans cette proposition, mais ce que j'ai trouvé vraiment fascinant, c'est que tout le long, je me demandais où était la réalité. Alors bien sûr, c'est une œuvre de fiction, mais cette société secrète n'est-elle pas une secte ? Il est fait beaucoup mention justement dans la genèse de drogue, de à quel point est-ce que ça influe sur leur réalité ? Qu'est-ce qui est de l'ordre de la métaphore ? Enfin, il y a quelque chose de très flou tout le long, qui plane en permanence. C'est un roman gothique, oui, je pense qu'il a à peu près tous les codes du roman gothique. C'est un roman horrifique, clairement, pour moi. Il y a des passages que j'ai lus en diagonale parce que moi, dès qu'on passe dans le body horror, mal à l'aise, vraiment, j'aime pas ça. Et là, c'est quand même fréquemment le cas. Alors, fréquemment, le bordel fait presque 800 pages, hein, c'est pas le cas à toutes les pages. Mais c'est présent. Il y a beaucoup de descriptions très graphiques qui sont très brutales. De toute façon, c'est un roman qui est brutal, comme je t'ai dit, sur plein d'aspects. Je pense que Mariana Enriquez ne cherche d'ailleurs pas à ménager son lecteur. Elle est un peu brutale, elle aussi, dans l'approche, dans ce qu'elle te balance. C'est brutal sur tous les points, finalement. Ça ne peut pas te laisser de marbre, d'autant plus que ça aborde, encore une fois, énormément de choses. On pourrait faire, ou du moins tenter d'expliquer certains passages, tenter de faire de liens. C'est un texte qui offre tout ça si on a envie de vraiment aller chercher. Et en même temps, tu sais que moi, j'aime ne pas tout comprendre. C'est pas un problème pour moi. Le texte est très dense. Le sous-texte l'est encore plus, finalement. C'est long, parfois un poil trop à mon goût. Il y a certaines parties où je ramais un peu à avancer parce que c'est très lent, parce que c'est très dense, parce que je comprenais pas, parce que c'est tout à fait cohérent en fait dans ce qu'elle est en train de nous raconter, c'est cohérent dans la densification un peu du fond de l'histoire, mais il y a des moments qui sont longs, quoi, franchement. Et encore une fois, il y avait tellement de choses qui pouvaient être prises en compte que moi j'avais tendance à un petit peu me perdre. Les personnages sont très intéressants. Oui, hein, on est sur une revue comme ça, on fait ce qu'on peut. Les personnages sont eux aussi très intéressants, je trouve, dans leur approche. Ils sont tous relativement gris, à tel point où il y en a peu pour lesquels j'ai réussi à avoir réellement de l'empathie. Peut-être Gaspard, le gamin, parce qu'un gamin, à la base, il demande rien, tu vois. Mais même les personnages qui sont les persos principaux qu'on a tendance, au premier abord, à avoir envie d'apprécier, parce que c'est comme ça, me mettaient très mal à l'aise, parce qu'ils sont, très torturés, très sinueux dans leur caractère. Il y a quelque chose de très sombre. Partout, tout est sombre, de toute façon. C'est un roman sombre, hein. Mais la psychologie, là aussi, des personnages, alors rien à voir avec Bondrée dont je te parlais avant, mais elle est vraiment, vraiment très bien ficelée. Et je t'ai dit, c'est obscur sur tous les points, que ce soit des personnages, à ce qui se passe autour, à l'atmosphère, à l'histoire, à la compréhension qu'on fait du texte, justement. Et dans cette noirceur étouffante, on a des petites bribes d'humanité qui tentent de percer, en fait, qui tentent d'exister et qui sont constamment rattrapés par la nuit. En fait, le titre, Notre part de nuit, alors je sais pas quel est le titre original, j'ai pas regardé, mais Notre part de nuit, je trouve que c'est un titre absolument parfait pour ce texte. Enfin bref, c'est une histoire de perte des gens, de perte de contrôle, de perte de la vie, bref, de perte, et dans laquelle il faut accepter, je pense, de se perdre. Et même si pour moi c'est pas un coup de cœur, je pensais que ce serait vraiment quasi un coup de cœur, et en fait ça ne l'a pas été, pour plein de raisons. Pour autant, c'est une expérience de lecture qui est extrêmement marquante et que je n'oublierai pas, et que je suis ravie d'avoir vécu. Pas tout le temps, hein. Encore une fois, il y a des moments où c'était vraiment très très glauque, et moi je t'ai dit body horror, tout ça, bon. Je vais m'arrêter là parce qu'encore une fois, j'ai pas envie de t'en dire trop, et en même temps, c'est déjà un peu décousu, donc on va pas s'enfoncer juste pour le plaisir. Je suis très curieuse de lire d'autres choses de Mariana Enriquez pour voir jusqu'où elle pousse
justement sa recherche à elle dans l'horreur. Et B, c'était long, non? J'ai l'impression que ça fait 1000 ans que je filme. Oui, bah comme d'habitude, tu le sais, j'espère sincèrement que ça t'a plu. Dis-moi encore une fois si tu as lu certains de ces titres, ce que tu en as pensé. Je serais très curieuse de lire, alors pas tout de suite parce que j'ai pas mal de livres à lire, tu l'as compris, mais je serais très curieuse de découvrir des thrillers ou des polars, donc je suis très ouverte si tu as des recommandations à me faire du genre. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as passé un bon moment en ma compagnie. Moi, je te remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et je te retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Et d'ici la prochaine fois, prends bien soin de toi.